faire 100 fois Bonjour Tristesse. Non, pas tant que ça au final. C'est vrai? Ouais, ouais. C'est le titre de ta rubrique. Oui. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi ton histoire? T'es un comédien et puis tout d'un coup, tu te dis, tiens, j'ai une idée, je vais gueuler. Oh, je suis un comédien vendeur en téléphonie qui garde des voitures dans des mariages et je suis interprète et j'en ai marre d'être un mendiant des auteurs et du coup je décide de devenir auteur. Et plutôt que de réfléchir à ce qui marche, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire. Du coup j'ai essayé voilà, de réduire la distance entre mon cœur, mon cerveau et ma bouche et ça a donné... Naturellement j'ai une certaine antipathie pour les politiques, du coup j'ai décidé de faire une chronique d'actualité, quoi. Mais ce qui est étrange, c'est que tu aurais pu être juste auteur et puis demander à quelqu'un d'autre de jouer ce que tu écris. Ouais, mais c'est très personnel les points de vue que je tiens, du coup ce serait d'une difficile pour un autre de les porter. Personne n'aurait eu les couilles de gueuler autant que tu gueules? Personne, je sais pas. Et après, ça me tenait à cœur de porter aussi le discours. Pour moi, c'est vraiment le côté auteur-interprète se prête beaucoup à ce que je fais, parce que c'est très intime ce que je dis, et l'interprétation dans un autre genre est assez personnelle aussi. Donc c'est comme ça que je voyais les choses. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que tu es trop populiste, parce qu'en fait, la classe politique, elle en prend pour son grade. Ouais. Et tu vas pas dans la nuance, quoi. En fait, c'est tous des enculés. Alors, je suis pas exactement d'accord. C'est-à-dire que sur ceux qui nous... alors effectivement, il y a des gens qui me trouvent populiste. Moi, je considère qu'on peut regarder les 53 épisodes et délimiter une idéologie au final qui est assez claire et qui est fixe. Et ça m'est arrivé typiquement... je peux avoir l'image du gaucho de base, mais ça m'est arrivé de taper sur Mélenchon, ça m'est arrivé de taper sur les cheminots. Enfin, justement, je me prive pas, je m'en régale quand je peux aller taper là où on m'attend pas. Je pense que je m'en régale. Et tu vois, en fait, effectivement, dans les figures qu'on voit au quotidien dans nos médias, je pense qu'on n'est pas loin d'être dans le tous pourri. Après, à l'échelle locale, typiquement, je pense pas du tout que tous les politiques soient pourris, mais j'ai tendance à penser qu'il faut être assez pourri pour bien réussir. Bon, en tout cas. Mais alors, quelles sont tes valeurs? Tu défends quoi comme valeur? La justice? Mais Ouais. tu sais bien qu'elle n'existe pas en même temps. Bah ouais, mais si on arrête d'y croire, on se pend, non? Mais je sais pas, alors ça veut dire qu'au départ l'homme est bon et qu'il est perverti par la société, le système, ou ça veut dire que l'homme est mauvais à la naissance et qu'il ne peut pas faire autrement que d'être injuste et s'il peut gagner du pognon, le prendre et ainsi de suite? Bah, je pense qu'il y a... C'est une question philosophique. Hein. Ouais, non, mais je pense que je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que l'homme n'est pas particulièrement bon, mais peut le devenir et comme il peut devenir mauvais. Je suis assez neutre au niveau de la naissance. Après, on est dans une forme de plutocratie où au final les riches ont un statut à maintenir. C'est une loi de la jungle, sauf qu'on part pas tous dans la jungle. Il y en a qui sont déjà dans des maisons, dans de grandes maisons. Donc il n'y a pas d'égalité à la naissance? Non, il n'y a aucune égalité à la naissance. Et par la suite non plus? Bah non, parce que du coup, forcément, les gens préservent leur intérêt, ont conscience que... Enfin, moi, j'y crois pas. Je crois au fait que on puisse vivre dans une société où il y a une redistribution des richesses beaucoup plus juste, et je pense que tout le monde s'en porterait mieux, et qu'un jour, il y a une expression qui dit le jour où les pauvres n'auront plus rien à manger, ils mangeront les riches, méfiez-vous. Et je pense qu'ils n'ont pas complètement tort. Après, c'est essentiellement le goût de l'argent et le goût du pouvoir. Mais j'ai tendance maintenant à penser que le goût du pouvoir est pire que celui de l'argent. Quand je vois des gens comme Sarkozy qui veulent revenir, alors bon, clairement, c'est pas une question d'argent, je me dis que je suis fasciné par ce rapport au pouvoir des hommes politiques. Ça doit être quelque chose de vraiment jouissif pour qu'ils se fassent autant chier, quoi. C'est-à-dire en même temps, ils niquent beaucoup, tu sais, les politiques. Mais je sais, mais parce que alors C'est le rapport pour au ça qu'ils sont des hommes le rapport au pouvoir dans la séduction aussi, c'est assez impressionnant d'ailleurs. En même temps, si tu fais ça, c'est aussi pour niquer énormément, non? Non, même pas, je suis quelqu'un de très sage. Mais j'aurais dû faire ça plus jeune. Bon, l'égalité, alors on a dit l'égalité n'existe pas. Est-ce que la liberté existe? La liberté, elle existe. Après, c'est la liberté que je pense que... Toi, par exemple, tu t'es donné une liberté, tu fais ton truc, ça marche. Bah, c'est le pari. En tout cas, moi, c'est le pari. C'est de dire, on nous dit qu'on peut pas le dire. Moi, je dis, on a un média comme Internet qui nous permet de dire a priori tout ce qu'on veut dans la limite de la légalité. C'est-à-dire que la liberté, elle est organisée par... c'est le débat de l'organisation des libertés fondamentales, mais il y a la liberté. Et après, il y a des limites qui sont posées par la loi. Mais mais par exemple, la télévision est très très loin des limites de la loi. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas dire à la télévision. Mais il y a beaucoup d'autocensure à la télévision. Énormément d'autocensure. Les mecs, avant même de proférer le moindre mot, ils ont déjà honte et ils se fustigent eux-mêmes. Exactement. Ouais, voilà. Donc le web permet de faire ça, mais en même temps, tu es conscient qu'à un moment, ça va s'arrêter parce que tu vas exploser, tu vas devenir une star, et quand tu deviendras une star, tu auras plus le droit de dire certains trucs. C'est moi, en fait... J'ai vraiment aucune envie de notoriété. C'est certainement ce qui m'angoisse le plus dans ce que je fais, c'est le fait qu'on me reconnaisse, que je puisse plus être j'étais un abruti libre dans la rue, quoi. Moi, on me parle mal, je m'énerve, je bois, je fais la fête. Donc bref, c'est vraiment, ça me pèse un petit peu la notoriété. Je me sens moins libre. Je trouve que c'est la seule atteinte à ma liberté. Du coup, non, je vais tâcher de le cultiver. Et je le fais normalement assez naturellement. Donc ça me fait pas trop peur. Mais peut-être que par contre, ça m'empêchera d'accéder à certaines choses. Typiquement. Mon goût de la liberté, en tout cas, fait que pour l'instant, je ne suis pas à la télévision. Enfin, c'est sûr que ça a un impact sur mes choix, quoi. Et si on te demande de devenir un politique un jour, en disant, c'est vrai, finalement, tu incarnes des idéaux qui sont justes, à toi de montrer la route. Tu remplaces Mélenchon.
Alors non, on me le demande. Besancenot t'appelle et dit viens nous rejoindre. Non, j'y vais pas parce que j'ai confiance en personne sur le long terme en fait, et je sais que je peux être garant de personne d'autre que de moi-même. Tu crées comme en Espagne Podemos ou tu crées un parti. Alors, en fait, je considère qu'un artiste a toujours le droit d'avoir tort, tandis qu'à partir du moment où je deviendrai un politique, je deviendrai prescripteur, et quand on est prescripteur, en fait, un artiste n'a jamais tort, et à partir du moment où on se fait prescripteur, on peut avoir tort. Donc en tout cas, vu que mon envie première c'est d'être artiste, ce ne sera pas le cas. Après, j'aimerais bien faire de la politique en fait, au sens, j'allais dire associatif du terme, mais non, parce que je pense que en fait, ce qui m'énerve un peu, c'est dans tous les milieux, voir les politiques se battre dans un verre d'eau, voir certains gens du milieu associatif se battre dans un verre d'eau. Les gens que je rencontre et qui m'intéressent le plus, c'est vraiment ceux qui essaient de casser un peu les plafonds de verre ou de réinventer des modèles, quoi. Donc si je dois faire quelque chose, ce sera plus essayer de faire de la politique sur le terrain concrètement que de chercher un mandat électoral, quoi, en tout cas. Pourquoi quand tu fais tes rubriques, on a l'impression que c'est du rap ou du slam C'est rimé souvent. Oui, c'est toujours introduit en rime, mais en fait, je trouve que pas la vocalité, enfin l'oralité, la musicalité. Voilà, pardon, la musicalité des mots a un impact, je pense, sur le public, enfin sur la manière dont les mots sont perçus. Et après, j'ai grandi en banlieue, j'ai une grande affection pour le rap, enfin pour la chanson française en général, mais j'ai tendance à penser qu'il n'y a plus de chansons à texte ailleurs que dans le rap, même s'il y a énormément de choses médiocres dans le rap. C'est qui d'ailleurs les meilleurs Ça dépend, dans le rap un petit peu conscient, va y avoir Kerry James, Medine, Youssoupha que j'apprécie. Après il y a du rap que j'écoute uniquement pour rire, pour me divertir, donc ça va être essentiellement Booba, PNL ou Taipan. Ouais, Caris, j'ai un peu plus de mal avec... Enfin si, ça me fait moins rire. En fait voilà, il y a vraiment du rap que j'écoute pour réfléchir, du rap que j'écoute pour rire. Voilà, je dirais que c'est à peu près ça. On n'a pas parlé de la fraternité. Ouais. Est-ce qu'elle peut exister Ouais, j'y crois. En tout cas, moi, je serais très curieux de voir déjà comment agirait l'homme sans l'impact ne serait-ce que des médias ou des politiques, justement, parce que les médias, ils gagnent en termes d'audimat, les politiques, ils gagnent en termes électoralistes, au fait de diviser les uns les autres. Je serais déjà curieux de voir qu'est-ce que ça... Je dis pas qu'on serait des anges, et ce serait pas le cas, mais je serais curieux de voir, je pense qu'on serait un état bien au-dessus. Et ouais, j'arrive à croire qu'on peut, et même à travers ce que je fais artistiquement, parce que c'est toujours mieux d'être que dans le négatif, mais au final je véhicule qu'une idéologie bienveillante, j'ai tendance à croire qu'on peut agglomérer des gens et dans la bienveillance et dans la fraternité. J'y crois encore, mais c'est pareil, c'est le genre de truc, moi en fait, même si c'est un peu utopique, le jour où j'y crois pas, c'est que je suis pendu, quoi. Si une chaîne de télé t'appelle, tu fais quoi? Bah ça a été le cas, ça m'a fait mal au cœur. Je suis quelqu'un qui a refusé plus d'argent en un an qu'il en a gagné en 8 ans de boulot étudiant, donc c'est très triste, je le vis très mal. Mais après, je considère, moi en fait, justement, du fait que j'ai eu un parcours d'interprète, etc. avant, pour moi c'est ma liberté absolue que j'ai été chercher en faisant c'est n'importe quoi, pas dans le sens péjoratif pour ce que je fais, mais j'ai tout fait pour que ça marche pas, quoi. L'image est dégueulasse, etc. Enfin, j'ai vraiment été chercher une liberté absolue en me disant, c'est pas ça l'art, quoi. Ça va pas être l'emballage, ça va être le contenu de ce que je fais et la manière dont je l'amène qui fait l'œuvre artistique. Donc j'ai fait ça de manière très libertaire et je m'en régale. Du coup, je crois que je veux vraiment préserver ce truc-là, quoi. Ça a plus de prix, la preuve, vraiment, je suis triste. Quand je dis j'ai refusé l'argent, je suis triste pour de vrai, j'en pleure pas, mais bref, je suis triste. Et après, c'est aussi j'ai envie de dire un investissement à long terme, parce que je sais que ce que je construis en termes d'identité, déjà j'ai la chance qu'ont peu d'artistes d'être très proches dans leur identité artistique de ce qu'ils sont humainement, parce qu'il y a des artistes qui se retrouvent de manière complètement schizophrénique et du coup avec des publics qui leur ressemblent pas. Ça c'est ma hantise, je préfère être un artiste au SMIC avec un public qui me ressemble que de me retrouver avec des gens qui me demandent de faire des trucs sur leur Snapchat ou quoi, j'en ai rien à foutre, je suis là, je suis en train de boire avec mes potes, laisse-moi tranquille, bref. Du coup, non, je pense que voilà, j'y perds en tant qu'argent. Après, je pense que j'y gagne beaucoup en tant qu'ambition artistique. Et surtout, ça ramène à... Les gens le savent d'avance si on va se détester. Du coup, les gens que j'intéresse, on a souvent des affinités, des vraies affinités humanistes. Et peut-être que sur le long terme, ça paiera, quoi. Et j'ai tendance à penser que moins on court après l'argent, plus on le trouve. Enfin, pour l'instant, ça marche pas, mais... mais voilà. Il faudra que tu nous le trouves. on en parle, voilà. Mieux, alors. Pourquoi tu es venu avec le Petit Prince aujourd'hui? Alors, on m'avait dit de venir essayer d'installer un peu l'atmosphère Bonjour Tristesse. Donc ça, c'est une bouteille de vin que m'a envoyé un camarade, un copain qui regarde les émissions. Il y a toujours une bouteille de vin. Non, c'est le premier, mais du coup, c'est le hasard. Et vu que je l'avais oublié, mais que la caisse était dans ma voiture, je l'ai ramené. Et le Petit Prince, c'est pareil, je voulais ramener Les Saints vont en enfer de Gilbert Cesbron, si je dis pas de bêtises, ouais. Mais je l'ai oublié. Et Le Petit Prince, c'est mon autre livre fétiche et il était dans ma voiture parce que voilà, Le Petit Prince, pour moi, a cette beauté qu'on peut le relire tous les 5 ans et le relire complètement différemment. Entre le moment où je l'ai lu à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, c'est comme si j'avais lu 3 bouquins. C'est toi Le Petit Prince, en fait. Je sais pas, on m'a déjà donné ce surnom dans l'intimité, mais je ne pense pas être un petit prince. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Concernant Bonjour Tristesse, on t'a amené 3 livres. Oui. Alors, il y a Françoise Sagan,
Le titre, c'est Bonjour Tristesse. Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Bah, du coup, on ramène toujours à François Sagan, or que moi, c'est pas du tout, c'est pour Paul Éluard que j'ai choisi. Mais du coup, on m'en parlait énormément, il va falloir que je finisse par le lire, je l'ai pas encore lu. Il paraît que c'est un beau livre et que ça se lit très facilement et que c'était une femme libre, j'aime les gens libres. Mais elle a piqué elle-même voilà, c'est ce que j'ai déjà dit, mais derrière chaque grande femme se cache un homme, il faut le savoir. Et je pense que le titre, c'était Paul Éluard qui avait écrit un poème qui disait... Enfin, en tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, Bonjour Tristesse, tu n'es pas tout à fait la misère, car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire. Et il y avait cette âme-là dans Bonjour Tristesse de dire, bah, on nous baise, à longueur de journée, on nous baise, mais tant qu'on peut leur recracher à la gueule, tant qu'on a la liberté de pouvoir leur recracher à la gueule et qu'on peut en rire, c'est qu'on n'est pas complètement mort. Donc voilà. Donc ce titre est à l'origine, mais pas ce bouquin. Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être. Alors ça, je l'ai lu, mais c'est ce que je disais, j'ai une pathologie, et plus je vieillis, plus c'est pire. J'oublie tous les livres et tous les films que je vois depuis à peu près 4-5 ans, donc je dois m'imprégner de quelque chose quand même. Tu abuses de la beuh J'ai abusé, je m'assagis, mais j'ai abusé, mais je crois même pas que c'est ça, je sais pas, c'est une question d'âge. C'est un problème de mémoire. Ah oui, c'est un problème de mémoire, mais en même temps, j'arrive à apprendre 3 pages Word de texte en 4 heures, donc je comprends pas ma mémoire moi-même. Après, pour moi, c'est un des plus beaux titres de la littérature. Ouais, t'as acheté un prompteur en fait. Mais ouais, mais non. Ça fait trop télé. Ouais, ça changerait le truc, et puis je crois que. Mais oui, faudrait que je reteste. En tout cas, au début, j'allais tester, c'était impossible, j'allais trop vite pour lui. Voilà, pour moi, c'est un des plus beaux titres de la littérature. Kundera, je trouve, écrit très très bien, et particulièrement sur l'amour. Mais j'ai été hyper déçu parce que je crois que c'est un pote de Fickenkraut. Et je peux pas m'expliquer psychologiquement comment quelqu'un qui a l'intellect et la sensibilité pour écrire ces bouquins-là peut être ami avec quelqu'un d'aussi bestial humainement que Fickenkraut. Voilà. Oui, mais peut-être c'est Fickenkraut qui dit qu'il est copain avec Kundera. Alors ça m'arrangerait. Dans mon âme artistique, ça me ferait fort du bien. Est-ce qu'ils sont vraiment de la même génération? Il est plus vieux, Kundera. Je crois qu'il est plus vieux, mais il me semble que j'avais vu qu'ils se rencontraient quand même et tout. Ça m'avait fait quelque chose. Ça l'a fait du mal. Ah ouais, ça m'a fait du mal, ça. Bon, le Goncourt alors. Et bah ouais, alors le Goncourt, je l'ai pas lu du tout, je savais même pas à qui il avait été attribué. Mais j'ai perdu toute estime pour le Goncourt depuis qu'ils ont attribué un prix à Yann Moix. Voilà. Pourquoi? J'ai énormément de mal avec cet homme-là, avec sa condescendance, avec son étroitesse d'esprit. Et puis surtout, ouais, avec ce mépris affiché. Alors que pour moi, c'est un mondain médiocre, et la condescendance avec laquelle il peut aborder certains artistes m'afflige absolument. Enfin, on s'entendrait pas du tout si on se rencontre. Enfin, son avis, j'en ai rien à foutre en fait. Sur son avis, surtout, j'en ai rien à foutre. Et même, j'ai du mal à comprendre, même si je comprends que ça génère de l'audimat, ces espèces de personnages comme a pu l'être Zemmour, etc., qui vont être que dans la critique. En fait, pour moi, les critiques négatives ne devraient pas exister. On ne devrait pas parler de ce qu'on n'aime pas. Il devrait que y avoir des gens qui parlent de ce qu'ils ont aimé, quitte à ne pas parler de tout. C'est pas qu'il faut tout aimer, mais. Tu fais en politique. Ah ouais, mais c'est pas. Ah non, mais je parle de l'artistique. Non, les politiques. Ah non, mais les politiques, faut les défoncer. Mais si on regarde bien, j'ai déjà fait 1 ou 2 exceptions, mais sinon je tape jamais sur les artistes parce que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, les artistes ont toujours tort. Et si on demande l'exercice inverse, c'est-à-dire bonjour tristesse, alors bonjour gaieté, et tu encenses quelque chose ou quelqu'un. Alors j'ai fait un premier épisode de Bonjour Bonheur récemment, mais j'ai décalé le concept, j'explique aux gens comment attaquer leur patron, parce que j'ai fait du droit et du coup ça me sert à rien, je me dis, et c'est ce que j'ai appris de plus utile, donc je me dis autant le donner aux gens, ça change les rapports de force au boulot. Ouais, je pourrais, mais pareil, j'aurais l'impression de sortir de ma case un peu artistique, mais il y a plein de gens dont je pense du bien. Si on tente de faire des free hugs, à qui tu dédies un hug? À l'humoriste Dave Chappelle, l'humoriste américain Dave Chappelle, qui est peu connu en France, mais qui pour moi est le patron des patrons, et qui m'a fait pleurer de rire. C'est rare les gens qui m'ont fait pleurer de rire, et vraiment je suis très très fan de cet homme-là. Après il y a des gens du quotidien aussi. Par exemple, il y a un mec là qui s'appelle Yacine qui m'a appelé il n'y a pas longtemps et qui est en train de développer une application qui s'appelle Human Relay, qui permet en fait de géolocaliser les SDF autour de chez soi. Et du coup, le but c'est vraiment aussi de créer du lien social, c'est-à-dire que ça demande d'échanger, etc. avec le SDF, du moment quels sont tes besoins, t'as besoin de quoi, et du coup après il peut dire. Il va falloir remettre une puce. Non, c'est-à-dire que c'est les passants qui doivent justement, ça incite à communiquer avec le SDF. Il va dire est-ce que j'ai besoin d'un repas, j'ai besoin d'un truc, mais c'est aussi aller au cinéma, etc. Et du coup, par exemple, si on habite à côté, on sait qu'on a un SDF là ou là ou là qui a besoin d'un repas, qui a besoin d'une couverture, qui aimerait bien faire un petit ciné avec quelqu'un pour. Et du coup, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais les gens qui arrivent à sortir un petit peu du verre d'eau dans lequel tout le monde se bat et à essayer de casser un peu des plafonds, je suis assez admiratif de ça. Et un politique quand même, un hug pour un politique. Pour un politique, Badinter, il est considéré comme un politique ou pas? Oui, malgré tout. Non, mais sinon je veux bien en trouver un. Un actuel? Un actuel, c'est compliqué. Oui, ou passé si tu veux. Même pas. Berlusconi.
Je m'en suis régalé. Bon, avec le recul, il avait peut-être même plus de classe que Sarko. J'en sais rien. Mais un politique, non, je dirais Badinter. Je trouve qu'il arrive à. Enfin, c'est bien sa compagne, Elisabeth Badinter. J'ai pas googlé parce que Elisabeth Badinter. il y a quelque chose qui m'échappe dans ce couple, par contre, clairement. Mais ouais, Robert Badinter, typiquement, il me déçoit rarement dans ses prises de parole quand il a eu l'intelligence, après les attentats de janvier, les attentats de Charlie, d'anticiper sur le fait que la dernière chose à faire, c'était de se diviser. Et non seulement il fallait l'anticiper, mais en plus, ça participe de la stratégie de Daesh, de faire en sorte qu'on soit dans la défiance à l'égard des musulmans français. Avec la légitimité intellectuelle qu'il a, bon, il me paraît être juste et être utile dans le paysage actuel, quoi. Voilà. Et je croyais en Taubira, mais je comprends plus. Je comprends plus. Moi, je croyais intellectuellement. Je pensais pas qu'elle viendrait. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi? Parce que ce soit, enfin, je pense que ça n'a pas été une mauvaise ministre de la Justice du tout. Sauf que c'est plus la ministre de la Justice qui fait la justice depuis les attentats. Et du coup, pour moi, elle est clairement à l'opposé de la ligne qui est tenue par le gouvernement, qui est une ligne pas totalitaire, mais on est sur une pente très très glissante parce que c'est pas du tout anodin de passer du judiciaire à de la justice administrative, quoi. La séparation de la justice et de l'État, c'est quand même un pilier démocratique. Et du coup, je comprends pas comment elle peut être autant à l'écart de ses convictions personnelles et ne pas faire le choix de démissionner, quoi. Ça m'échappe. Voilà. Si un cinéaste, par exemple, de renom, tu vois, t'appelle et t'es acteur, te confie un rôle, Ouais. tu acceptes, même si c'est très très loin de ce que tu es vraiment? J'ai pas du tout les mêmes critères pour être interprète. En fait, j'ai besoin d'être dans le vrai absolu vis-à-vis de mes convictions quand je suis auteur-interprète. Après, quand je travaille pour d'autres auteurs, pour moi, à partir du moment où on fait le choix d'être interprète, on se met au service de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Donc, il faudra pas que ce soit. Enfin, je jouerai pas. Ou alors, c'est que je me serais trompé dans un film qui traite du terrorisme de manière bestiale. Voilà. Mais après, si c'est un réalisateur que je respecte, Enfin, pour moi, il n'y a pas d'idéologie dans le cinéma, quoi. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'idéologie, mais c'est politique quand même. Oui, mais je veux dire, c'est pas parce qu'un film montre quelque chose que le message à comprendre n'est pas l'inverse. Donc voilà. Donc à partir du moment où j'ai confiance dans le réalisateur, que je sais que je vais pas être dirigé comme dans Plus belle la vie et que le projet me botte, c'est quelque chose qui m'intéresse encore le cinéma, clairement. Si on t'appelle pour Plus belle la vie? Non, merci. Mais c'est gentil. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font, mais non, merci. C'était par rapport au... Mais je vais plus me rappeler comment il s'appelle le film. Si, le film de Pierre Carl, pas vu à la télé. Ouais. Où, pour moi, ce film est très intéressant, etc. Je trouve la démarche très intéressante. Et du coup, ta position dans ce documentaire m'avait interpellé dans le sens où... c'est celle qui se discute le plus. C'est-à-dire que sur ces autres interlocuteurs, j'ai le parti à 100% de Pierre Carl. Et sur toi, il y a un problème, c'est qu'on sent ce truc-là où tu es prêt à lui accorder une liberté plus grande. Lui, il veut aller chercher 10% de liberté en plus, et c'est à ce moment-là que vous vous heurtez, parce que toi, ton point de vue, c'est de dire mieux vaut voir ça plutôt que rien du tout, qu'au final ton film soit vu par une extrême minorité de personnes, et je pense que c'est le cas en plus. C'est dommage ce film-là, parce qu'au final, c'est un peu les gens déjà convaincus qui l'ont vu, les gauchos comme moi, etc., qui disaient à ton pote, faut que tu vois ça. Et en même temps, son point de vue à lui, artistiquement ou déontologiquement, et en termes d'intégrité, n'est pas discutable non plus. Et du coup, j'ai un problème intellectuel avec ça, parce que pour moi, les deux bords intellectuels se défendent sur ce truc. Et du coup, comment tu l'as vécu, toi? Eh ben, en fait, alors, il faut se resituer dans le contexte. À l'époque, je faisais travailler un garçon qui est toujours mon ami, qui s'appelle John-Paul Lepers, qui me dit... Qui est quelqu'un de très bien, que je connais. Qui est très bien, qui est dans le cadre du Vrai Journal, il me dit, on devrait engager Pierre Carl. Je lui dis, amène-la-moi. Alors, on va manger un bout avec Pierre Carl et John-Paul. Et je lui dis, écoute, j'en ai parlé à De Greef, qui maintenant est au ciel, mais qui était le directeur des programmes de Canal, qui m'a dit, oh là là, Pierre Carl, on va aux ennuis, il est complètement fou, il fait chier tout le monde. Je lui dis, non, moi je m'emporte garant, on va lui faire un sujet. Alors on lui dit, écoute, t'as le choix dans la date, tu fais ce que tu veux comme sujet. Il choisit de faire un sujet sur, si j'ai bonne mémoire, sur comment les médias traitaient la personnalité de Chirac, candidat, il me semble. Et on le laisse faire, et alors en fait il fait le sujet, et dans le sujet il commente, en fait il tourne rien, il commente des images de Chirac invité sur différents plateaux, dont, et c'est là où le bas blesse, Michel Field, le pauvre Michel Field qui était employé de Canal+, qui présentait une émission sur Canal. Donc moi je vois le truc, je fais oh putain t'es allé fort. Ensuite je prends la cassette, je vais voir De Greef, je lui dis regarde voilà le premier sujet de Pierre Carl, tu vas voir c'est super, c'est exactement ça. Il regarde et il fait 3 tours, il avait un fauteuil pivotant, il fait 3 tours sur lui-même, lui que les Guignols décrivaient comme un mec qui disait jamais, là il a hurlé, il me dit, alors là, moi vivant, jamais ça passera, dis à ton connard d'aller se faire enculer. Donc je l'appelle et je lui explique, putain, je t'avais dit, va pas trop loin, je t'avais prévenu. Donc lui,
ce petit fourbe, il m'enregistre. Oui. Mais moi, en fait, si tu veux, ma prestation dans ce film, je trouve qu'elle est un peu exagérée parce qu'il veut me présenter comme un mec qui, comme les autres, comme les copains, on va dire, c'est-à-dire tous les grands pontes des médias et tout, est en fait sous des dehors subversifs ou sous des dehors de mecs qui veulent dénoncer des trucs, dénonce rien du tout et écrase au premier. Ce qui n'est pas vrai. Je vais juste dire, regarde, nous, on fait la seule émission où on peut dire des trucs à la télé. Ce qui était assez vrai. C'était vrai. Et t'as vraiment la gueule pour faire partie de l'équipe. Sauf qu'il y a des limites quand même. Si tu commences tout de suite par Bernadette est une grosse salope et machin, tu vois, ça passera pas. On nous donne quand même cette liberté, respecte-la. Il l'a pas respecté. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'était un piège. Il avait demandé à John Paul de se faire engager pour pouvoir me piéger et montrer que moi aussi. Écoute, merci. Ben, le jour où je serai directeur des programmes, je t'engage à la télé. Merci beaucoup. Pas refuser. Non, je refuserai pas.